Dans la salle froide de la mairie, ça sent le moisi et le vinaigre des encriers. Sur une planche en chêne, il y a des consignes. Aérer les cachots, distribuer du linge propre, interdire les spectacles. Une brochure récente tombe sur la table, promettant des vérités rapides à travers le corps. La foule aime ce genre de pages. Elles promettent un chemin rapide vers la culpabilité. Le bureau voit autre chose. Lorsque le corps devient une preuve, le droit meurt et la ville paie avec du bois, des gardes et des feuilles mortuaires. Bonjour à tous. Écrivez-nous pour nous indiquer depuis quelle ville et quel pays vous regardez cette émission et quel thème lié au fonctionnement des tribunaux vous intéresse particulièrement. Laissez un commentaire. Cela nous aide à construire la prochaine ligne d'enquête. Et bonne écoute. La légende affirme que les épreuves rituelles révélaient la vérité mieux que n'importe quel document écrit. La chronique répond par des listes, statuts municipaux, registres des amendes, formulaires d'interrogatoire, instructions pour les gardes et les médecins. À la fin du 15e siècle, les traités imprimés sur les signes et les marques poussent le tribunal à adopter des procédures sexualisées. La physiologie devient une carte des soupçons et l'examen une scène. Dans les procès-verbaux, cela se lit comme une épidémie de spectacle. Dans les statuts, cela apparaît comme quelque chose qu'il faut combattre de manière pragmatique. Si l'examen est inévitable, il ne doit être confié qu'à des matrones et à des médecins. Le résultat doit être consigné de manière succincte et sous sceau. Le corps ne doit pas être exposé. Tout détail susceptible d'enflammer la foule doit être supprimé des rapports. C'est ainsi que commence le premier tournant, de la scène à la procédure. Le deuxième tournant vient du grand droit. En 1632, le Code impérial, sous Charles de Valois, exige un ensemble de preuves, limite la torture et oblige les tribunaux à se baser sur des documents écrits. Les ordonnances municipales s'adaptent. Elles interdisent d'interpréter les maladies comme des marques démoniaques, introduisent des avis médicaux avec l'obligation de distinguer la pathologie de la superstition, prescrivent des examens à huis clos sans la présence d'hommes, fixent la responsabilité du fonctionnaire en cas d'humiliation. Les registres des amendes regorgent d'inscriptions sur les sanctions pour fausse dénonciation, avec des détails croustillants. Le papier apprend à calmer les passions. Le troisième tournant est économique. La scène sexualisée est bon marché pour l'oreille et ruineuse pour la ville. Chaque épreuve entraîne des gardes de nuit, des foules aux portes de la prison, des perturbations sur le marché, des bagarres au bain public. Les estimations montrent que lorsque le tribunal s'en tient au formulaire, les dépenses imprévisibles diminuent et le nombre de représailles arbitraires diminue. C'est pourquoi les statuts introduisent des règlements ennuyeux
mais strictes, des heures réservées aux femmes dans les bains publics, avec une responsable et une liste de contre-indications. Les serments des matrones de ne pas transformer la procédure en spectacle. Les prescriptions pour les gardes concernant les rideaux, le linge propre, les portes fermées, les amendes pour les essais publics avec de l'eau, des aiguilles et des brûlures. Il ne s'agit pas d'un élan humaniste, mais d'un instinct administratif. L'ordre coûte moins cher que la passion. Pendant ce temps, le charisme imprimé des marteaux ne disparaît pas. Les brochures enseignent à regarder non pas les documents, mais le corps. Il est plus facile pour les gardes et les juges subalternes de copier la scène que de recueillir des preuves matérielles. La ville répond par la logistique. Les secrétaires de la mairie reçoivent de nouveaux formulaires où les descriptions corporelles sans valeur probante sont interdites. Les médecins reçoivent des tableaux de symptômes et des annotations obligatoires sur les cicatrices et les brûlures professionnelles, afin qu'elles ne soient pas confondues avec des marques. Les matrones reçoivent des registres avec paiement et obligation de conserver les rapports sous scellés. Les sages-femmes ne sont appelées en tant qu'expertes que dans le cadre d'une commission féminine. Les hommes ne sont pas admis à ces actes. Les résultats sont rédigés sans vocabulaire provocateur. Cette discipline linguistique agit comme un bâillon sur la foule. La fièvre politique de l'époque ajoute à la pression. Les prédicateurs des différents camps attribuent volontiers la faute au corps, distribuent des tracts contenant des preuves rapides, incitent au carnaval. Les autorités municipales réagissent par un ralentissement. Les affaires où le corps est désigné comme preuve font l'objet d'un examen supplémentaire, sont reportées jusqu'à la collecte de preuves matérielles, de témoins, de lettres, de reconnaissance de dettes, de registres de route des gardes. Une colonne apparaît dans les registres pour le rapport médical, rédigé sans humiliation et jointe au dossier. À côté, une note indique que les rumeurs n'ont pas été confirmées. Là où cette mécanique ennuyeuse est respectée, la proportion des affaires de foule diminue. Il est important de se rappeler que le livre imprimé, rendu célèbre sous le nom de marteau, n'était pas une loi. Il fonctionnait comme un théâtre pour l'imagination. La loi restait dans les codes impériaux, les statuts municipaux et la procédure canonique romaine. 2 témoignages, des preuves matérielles, l'admissibilité de la torture, uniquement en présence d'un ensemble de preuves sérieuses, et aucune vérité par l'examen public du corps. Là où le tribunal suivait le livre des scènes, les troubles commençaient. Là où il suivait une logistique administrative ennuyeuse, la ville survivait. Les femmes professionnelles sont le bouclier silencieux de ce tournant. Dans plusieurs villes, les matrones et les sages-femmes sont inscrites sur les listes des assistants du tribunal. Leurs serments interdisent le spectacle et les obligent à habiller et couvrir. Leur langage est concis, médical,
avec des listes et des contre-indications. Elles apportent dans la salle les habitudes des infirmeries et des bains publics, portes fermées, tissus propres, absence de commentaires sur les mœurs. C'est que cette couche de pratique qui élimine la sexualisation du processus de l'intérieur, non pas par des discours, mais par l'ordre. Oui, il y a eu des abus de pouvoir. Les fonctionnaires tiraient vers la scène, les gardes jouaient avec la foule, les prédicateurs attisaient les tensions. Les procès-verbaux en font état comme des faits accablants. Mais à côté, on trouve des corrections. Interdiction des essais publics, amende aux gardes pour violation des convenances, nouveau formulaire sans vocabulaire corporel, prescription concernant les commissions féminines et les examens à huis clos, dépenses pour les rideaux et le linge propre. Ces lignes ennuyeuses constituent une véritable contre-attaque. On y entend battre le pouls de l'ordre public. Au début du 16e siècle, 2 recueils de textes sont posés sur les tables de la mairie. L'un apprend à voir les marques, l'autre à rassembler les faits. La lutte se joue en quelques secondes. Qui arrivera le premier dans la salle? La brochure avec la scène ou le secrétaire avec le formulaire? Plus le second gagne souvent, moins le corps devient une preuve, moins la ville paie pour la passion. Le mythe selon lequel les rituels révèlent la vérité s'estompe à côté du document, la procédure et les témoignages. La fin n'est pas spectaculaire, mais elle est claire. Le tribunal se tient à l'écart de la scène et la ville se réveille sans foule devant les portes de la prison. Dans les registres de service, il est noté: les portes sont fermées, les rideaux sont intacts, le rapport des matrones est scellé, les papiers sont rassemblés, les pièces à conviction sont décrites, les témoins sont avertis. C'est cela la victoire, discrète mais efficace. Le droit vit là où il s'appuie sur le papier, et non sur le corps d'autrui. Puis, la routine administrative éloigne lentement le processus de la scène. Dans les registres de la mairie apparaissent des formulaires où, pour tout examen corporel, les fonctions et les limites sont énumérées à l'avance. Uniquement des matrones adultes sous serment, uniquement une pièce fermée, uniquement des vêtements propres, uniquement une description succincte, sans détail, susceptible de transformer la procédure en spectacle. Les gardes signent pour les rideaux et pour que la porte reste fermée. Le greffier est responsable de l'absence de propos incendiaires dans l'acte. Le médecin est responsable du tableau des symptômes et de la distinction entre les cicatrices professionnelles et les marques superstitieuses. Ce langage semble rigide, mais c'est précisément lui qui coupe la route à la foule, à qui il est agréable de croire que la vérité se cache sous la peau. Dans les anciens territoires impériaux, les codes pénaux, qui transposent le droit sur le papier, deviennent le premier antidote efficace. En 1507, le Code de Bamberg exigeait un ensemble de preuves et la prudence dans l'utilisation de la torture. Et un quart de siècle plus tard, le Code impérial de l'époque de Charles Quint,
la Caroline de 1532, fixait des limites encore plus strictes. La torture n'est autorisée que pour des motifs graves et ne doit pas se substituer aux preuves. Les statuts municipaux complètent ces dispositions. Interdiction des essais publics, avis médical obligatoire sans spectacle, responsabilité du fonctionnaire en cas d'humiliation, porte close lors des examens, serment des matrones de ne pas transformer la procédure en spectacle. Les registres des amendes multiplient les lignes sur les sanctions pour les fausses dénonciations avec des détails croustillants. Les devis font apparaître les dépenses pour les rideaux, le linge propre et la rémunération des commissions féminines. Ces dépenses ne semblent étranges qu'à ceux qui ne tiennent pas compte des coûts liés à la foule. Parallèlement, les brochures imprimées de la fin du 15e siècle ne quittent pas les tables. Le traité affirmant que les signes sur le corps révèlent la vérité circule plus vite que n'importe quel protocole. On le lit au carrefour, on le cite dans les tavernes, on le glisse aux juges subalternes. À la même époque, des contre-mesures, rassemblées tout au long de la procédure canonique romaine, apparaissent dans les statuts, au moins 2 témoignages concordants, priorité aux traces matérielles, lettres, reconnaissance de dettes, registre des routes des gardes, confrontation. Avis médical, oui. Exposition publique, non. Dans certaines villes, cela se traduit par des heures réservées aux femmes dans les bains publics, avec une responsable et des contre-indications clairement énoncées. Dans d'autres, par un protocole d'examen auquel les hommes n'ont pas accès et où tout détail anatomique est remplacé par une formule neutre. L'ennui devient un bouclier. Derrière ce mouvement, il n'y a pas seulement des juristes, mais aussi des économistes. Une scène sexualisée coûte cher. Foule aux portes de la prison, garde de nuit, interruption des marchés, annulation des foires, bagarres au bain public, dépenses imprévues pour le bois et la sécurité. Dans les budgets, cela apparaît comme une fissure qui s'agrandit. Là où le processus est maintenu dans des formes sèches, les dépenses diminuent. Là où le corps devient une preuve, les budgets gonflent. C'est pourquoi les conseils municipaux commencent à rendre compte, non pas par des condamnations retentissantes, mais par le pourcentage d'affaires retenues du spectacle et par le temps écoulé jusqu'à l'issue en présence de preuves matérielles. Les chroniques le rapportent sans pathos. L'ordre coûte moins cher que la passion. Le climat politique est quant à lui instable. Un document papal de la fin de la décennie 1300 incite certains inquisiteurs et un livre imprimé en 1387 déchaîne les fantasmes sur les marques. Mais même alors, les tribunaux locaux étouffent souvent cet charisme. Il existe des procès-verbaux indiquant qu'un zélote notoire a été mis à la porte pour avoir enfreint les convenances et tenté de faire une scène. Il existe des registres municipaux
des sages-femmes, dont les serments interdisent formellement la participation aux épreuves, ainsi que la nudité sans nécessité médicale. Il existe des statuts de barbier. L'examen est limité à une liste de symptômes et à l'obligation de couvrir le corps. Ces statuts ne contredisent pas les traités par leur éloquence. Ils les neutralisent par leur logistique. Le royaume de France a son propre rythme d'écriture. Les ordonnances du milieu du XVIe siècle mettent de l'ordre dans le langage judiciaire et les règlements pénaux royaux ultérieurs consacrent une procédure qui ne tolère pas le carnaval. Entre-temps, les décisions parlementaires s'opposent aux flottants et autres essais, car ils poussent au désordre et non à la vérité. Dans les villes du nord de l'Empire et dans les statuts communaux italiens, on retrouve les mêmes mesures. Examen à huis clos, commission féminine, sanctions pour les descriptions corporelles sans valeur probante et formulaires médicaux, où les cicatrices et brûlures artisanales sont clairement distinguées afin que les gardes ne confondent pas les traces de l'établi avec la marque. La ligne générale est partout la même. La procédure supplante la scène. Quelques décennies plus tard, la voix contre la torture et contre le théâtre corporel s'élève des cabinets théologiques comme une critique rationnelle. En 1631, des pages sont publiées où la perversité des aveux extorqués par la douleur est analysée point par point et où l'on décrit comment la scène engendre le mensonge. Ces livres ne s'appuient pas sur la miséricorde, mais sur les statistiques des échecs. Les aveux non confirmés par des preuves matérielles et des témoins sont rejetés en appel. Les administrations municipales n'en tirent pas un slogan, mais une méthode. La priorité aux témoignages et aux objets concordants. La partie médicale, uniquement sous le sceau du secret. L'humiliation équivaut au risque d'annulation du verdict et à une amende pour le fonctionnaire. Dans plusieurs endroits, un décret interdit les discussions publiques sur la physiologie des accusés dans la salle d'audience et les greffiers ont pour ordre de rayer tout mot qui attise les passions sans apporter de preuves. La foule n'abandonne pas. Les prédicateurs des différents camps attribuent volontiers la faute au corps, distribuent des tracts avec des preuves rapides et appellent au spectacle. La réponse des villes est le ralentissement et la dissection. Les affaires où le corps est désigné comme preuve font automatiquement l'objet d'un filtre supplémentaire. Commission féminine, tableau médical des symptômes, collecte des traces matérielles et des itinéraires. Lorsque les lettres, les dettes et les registres sont présentés en deuxième lieu, la salle se vide d'elle-même. Le spectacle est privé d'oxygène. Et même si le verdict est sévère, il est fondé sur des objets et des témoignages, et non sur la honte. Dans ces changements, on entend constamment le bruissement du réseau professionnel féminin. Les matrones, les sages-femmes, les guérisseuses sont inscrites sur les listes des assistants du tribunal avec les serments
d'habiller et de couvrir, de ne pas laisser entrer des étrangers, de ne pas écrire avec un vocabulaire provocateur, de distinguer la maladie et le signe. Leur rémunération est inscrite dans le budget, leur nom dans le registre, leur rapport dans un coffret scellé. Grâce à ce réseau, la politique de la décence se transforme en technique. Là où elle existe, la sexualisation du tribunal s'éteint comme un feu laissé sans huile. Les abus de pouvoir continuent néanmoins de se produire. Parfois, les gardes jouent avec la foule. Parfois, un fonctionnaire pousse l'affaire sur le devant de la scène. Parfois, un prédicateur attise les tensions. Dans les procès-verbaux, cela est consigné comme des faits accablants. À côté se trouvent les corrections. Interdiction des essais publics à l'eau et à l'aiguille. Amende pour atteinte à la décence. Nouveau formulaire supprimant les descriptions corporelles. Heures et commissions féminines. Dépenses pour les rideaux et le linge. Le tribunal ne devient pas automatiquement juste. Il repousse chaque jour la tentation du théâtre en vérifiant le soir. Les portes étaient fermées. L'acte a été rédigé de manière concise. Le rapport a été scellé. Les pièces à conviction ont été emballées. Les témoins ont été avertis. Au début du XVIIe siècle, dans certains endroits, la brochure, avec une scène, l'emporte encore. Dans d'autres, c'est le secrétaire avec son formulaire. Là où le premier prévôt, la ville s'endort dans le bruit des portes des prisons et les éclats du marché. Là où le second prévôt, la matinée commence par une liste de tâches silencieuses et une colonne soigneusement intitulée « Sans spectacle ». Le mythe selon lequel les rituels révèlent la vérité continue de circuler dans les foires. Mais à côté se trouve un document, la procédure et les preuves. Ce sont elles qui retirent lentement le droit des mains de ceux qui ont l'habitude d'appeler le corps preuve. Et même si la fin de cette histoire ne suscite jamais d'applaudissements, elle est compréhensible. Un tribunal qui s'est abstenu de faire scène et une ville qui s'est réveillée sans foule. Plus loin, la mécanique du droit redresse les épaules à travers des détails qui, à première vue, ne méritent pas d'être mentionnés. Dans les registres des prisons, on trouve des lignes séparées sur la distribution de linge propre avant le transfert, dans les horaires des bains publics, des heures réservées aux femmes, avec une responsable qui porte à la ceinture un trousseau de clés et une liste de contre-indications, dans les livres des médecins de la ville, des formulaires où les cicatrices artisanales, les brûlures de four et les traces de métiers à tisser sont décrits de manière neutre, afin que les gardes ne confondent pas les traces de travail avec les marques des brochures. Ces mêmes formulaires obligent le médecin à mentionner les vertiges, les évanouissements, les inflammations chroniques et autres états que les prédicateurs tardifs qualifient d'indices de malédiction, mais que le statut municipal impose de considérer comme des maladies.
L'examen, s'il est inévitable, est régi par des règles, uniquement des matrones adultes sous serment, une pièce fermée, des rideaux et une description brève et concise, sans vocabulaire susceptible de transformer la procédure en spectacle. Un garde signe derrière les rideaux. Le greffier est responsable de l'absence de pittoresque dans l'acte. Le médecin est responsable de la liste des symptômes et de la distinction entre pathologie et superstition. Ce langage semble rigide, mais c'est précisément lui qui coupe la route à la foule, qui aime croire que la vérité se trouve à fleur de peau. Avant l'ère de l'imprimerie, les épreuves controversées actuelles avaient déjà connu leur déclin. Dès le début du XIIIe siècle, le Concile général avait interdit au clergé de participer aux ordalies, et les anciennes épreuves à l'eau bouillante et au fer rouge avaient disparu des chroniques. Le paradoxe est que, quelques siècles plus tard, certaines villes ont de nouveau été tentées par la Seine. Mais cette fois-ci, il s'agissait d'une expertise sexualisée. Une brochure imprimée à la fin du 15e siècle a donné à cette tentation des mots qui ont facilement trouvé leur place sur les marchés et dans les tavernes. En réponse, la bureaucratie érige un barrage de papiers ennuyeux. Les examens sont délégués à des commissions féminines. Les gardes sont responsables des portes closes. Les rapports sont conservés sous scellés. Là où le barrage tient, le tribunal reste le tribunal. Là où il est brisé, commence la foire de la douleur. Les grands cadres juridiques poussent les villes à la paperasserie. En 1507, le Code de Bamberg exige un ensemble de preuves et la prudence dans l'utilisation de la torture. Un quart de siècle plus tard, le Code pénal impérial de l'époque de Charles Quint, la Caroline de 1532, stipule que la torture n'est admissible que dans des circonstances graves et ne peut remplacer les preuves. À côté de ces dispositions, des ramifications concrètes apparaissent dans les ordonnances municipales. Interdiction des épreuves publiques à l'eau, aux aiguilles et aux brûlures. Avis médicaux obligatoires sans humiliation. Commission féminine lors des examens. Amende infligée aux fonctionnaires et aux gardes pour violation des convenances. Ligne budgétaire distincte pour les rideaux et les tissus propres. Cela ressemble à une réglementation mesquine, jusqu'à ce que l'on se rende compte que c'est précisément elle qui éteint l'incendie allumé par les marteaux imprimés. Plus la procédure est complexe, moins il y a de place pour le spectacle. Le papier royal français suit son cours. En 1539, l'ordonnance sur la correspondance et les tribunaux met l'accent sur la nature écrite du processus et sur l'obligation de conserver les actes afin que la parole prononcée sur le marché ne remplace pas la parole consignée dans le procès-verbal. Au cours des décennies suivantes, les décisions parlementaires réduisent les épreuves qui ne mènent pas à la vérité et attisent le désordre. Les statuts communaux italiens comportent également des restrictions. Examen à huis clos, interdiction de la présence masculine, vocabulaire médical austère au lieu d'image,
et exigence claire de séparer la fièvre de la foule du droit municipal. Dans les villes impériales du Nord, les mêmes motifs sont exprimés différemment, mais l'objectif est le même. Ramener la procédure aux pièces à conviction, aux lettres, aux livres de dettes, aux itinéraires des gardes et à 2 témoignages concordants, en éloignant la salle de la visibilité sur le corps d'autrui. L'économie confirme l'instinct juridique. Une scène sexualisée est bon marché pour l'oreille et ruineuse pour la ville. Chaque épreuve entraîne des gardes de nuit, des foules aux portes de la prison, des bagarres au bain public, des perturbations sur le marché, des dépenses imprévues pour le bois et l'encens, des visites de médecins et de barbiers. Dans les estimations, cela ressemble à une fissure qui s'étend. Là où le processus est maintenu dans des formes sèches, les dépenses imprévisibles diminuent, le nombre de représailles arbitraires et de contre-plaintes pour humiliation diminue. C'est précisément pour cette raison que les conseils municipaux commencent à rendre compte non pas par des verdicts solennels, mais par le pourcentage d'affaires retenues du spectacle et par le temps écoulé jusqu'à l'issue en présence de preuves matérielles. Les chroniques le rapportent sans emphase. L'ordre coûte moins cher que la passion. Et ce n'est pas une abstraction. Les foires commerciales étaient moins souvent interrompues, les ateliers artisanaux fermaient moins souvent en cas de trouble, et les gardes aux portes reprenaient leur routine habituelle au lieu de veiller à la moralité pendant la nuit. Cependant, le charisme imprimé des marteaux ne disparaît pas. Les brochures enseignent à ne pas regarder les documents, mais le corps, et il y a toujours dans les villes des fonctionnaires pour qui il est plus facile de copier la scène que de rédiger un procès-verbal. C'est alors que la logistique entre en jeu. Les secrétaires reçoivent de nouveaux modèles d'actes sans vocabulaire corporel. Les médecins reçoivent des tableaux de symptômes indiquant les blessures professionnelles afin de ne pas les confondre avec les marques. Les matrones sont inscrites dans des registres avec rémunération et obligation de conserver les rapports sous scellés. Les sages-femmes ne sont appelées qu'au sein d'une commission féminine. Les hommes ne sont pas admis à cet acte. Les discussions publiques sur la physiologie des accusés sont interdites sous peine d'amende et de destitution. Ce langage disciplinaire agit comme un bâillon sur la foule. Plus le protocole est sec, moins il y a d'oxygène sur la scène. Le climat politique est instable. Les prêches réformateurs et contre-réformateurs attribuent volontiers la faute au corps et distribuent des tracts contenant des preuves rapides. En réponse, les autorités municipales mettent en place un ralentissement. Les affaires où le corps est désigné comme preuve sont automatiquement soumises à un filtre supplémentaire. Commission féminine, tableau médical, collecte des itinéraires et des traces matérielles. Si, après cela, des lettres, des dettes, des notes administratives
sont déposés sur la table et que les rumeurs ne sont pas confirmées, la salle se dégonfle d'elle-même. Le spectacle est privé d'oxygène. Parfois, cela conduit à un acquittement, parfois à un autre verdict basé sur les faits. Mais dans les deux cas, le tribunal rend sa décision sur la base de documents et non de la honte. Le rôle du réseau professionnel féminin dans ce revirement est difficile à surestimer. Les matrones, les sages-femmes, les guérisseuses urbaines sont inscrites sur les listes des assistants du tribunal. Leur serment stipule séparément l'interdiction du spectacle, l'obligation de couvrir et habiller, un vocabulaire neutre pour les descriptions et la capacité de distinguer la maladie du signe, afin que la passion ne se fasse pas passer pour la vérité. Leurs noms apparaissent dans les devis, leurs rapports dans des coffrets scellés, et leur présence dans la salle change le ton, car elle apporte les habitudes des infirmeries et des bains. Instructions succinctes, tissu propre, porte fermée, absence de commentaires sur les mœurs. C'est là une contre-attaque silencieuse contre l'imagination imprimée, pas de discours retentissant, mais une technique de décence. Les abus de pouvoir restent un fait social. Quelque part, les gardes jouent avec la foule. Quelque part, un fonctionnaire pousse l'affaire vers la scène. Quelque part, un prédicateur incite à la révolte. Dans les procès-verbaux, cela se traduit par des amendes, des destitutions, des annulations par les instances supérieures, des prescriptions pour l'avenir. Chaque dérapage est suivi de mesures correctives. Interdiction des répétitions devant la salle, salle séparée sous clé, formulaire où les détails corporels sont remplacés par des mots neutres, décision concernant les heures réservées aux femmes dans les bains publics pour les besoins du tribunal et interdiction des contrôles inopinés sans convocation. La justice ne devient pas automatiquement équitable. Elle fixe la mémoire musculaire de la ville, qui repousse chaque jour la tentation aiguë du théâtre par la procédure et la responsabilité. Au début du XVIIe siècle, deux rythmes se font entendre. Dans certains endroits, c'est la brochure avec la scène qui l'emporte, et la ville s'endort dans le bruit des portes des cachots. Dans d'autres, c'est le secrétaire avec son formulaire qui l'emporte. Et la matinée commence par une liste silencieuse de tâches à accomplir, où l'on peut lire « Les portes ont été fermées, le rapport des matrones a été scellé, les pièces à conviction ont été décrites, les témoins ont été avertis. » À long terme, c'est le deuxième rythme qui subit les fluctuations saisonnières de la passion. Le mythe selon lequel les rituels révèlent la vérité reste dans la mémoire collective. Le document procédure et témoignage reste dans les coffrets. Lorsque, des années plus tard, ces coffrets sont ouverts, les voix de la ville résonnent de manière sèche et effrayante. Non pas parce qu'elles décrivent la douleur, mais parce qu'elles montrent à quelle vitesse le droit meurt là où le corps devient une preuve, et à quel point il revient
longtemps et obstinément lorsque le papier met fin au spectacle. À la fin de chaque semaine de travail, le secrétaire dispose les dossiers sur la table de manière à ce que ceux où quelqu'un a tenté de faire du corps une preuve soient placés en premier. Dans une pile séparée sont placés les actes des commissions féminines avec leurs cachets, auxquels sont épinglées les feuilles des gardiens de prison concernant les rideaux et le linge propre, à côté des formulaires des médecins avec les tableaux des symptômes et les notes sur les cicatrices professionnelles. Viennent ensuite les lettres, les reconnaissances de dettes, les notes des gardes sur les itinéraires, les inventaires des biens, les listes des transactions sur les marchés. Lorsque cet ensemble forme un tout cohérent, on comprend pourquoi la scène échouait à chaque fois. L'examen le confirme. Le corps ne parle pas. Il respire et souffre seulement. Les notes des gardes indiquent où se trouvait la personne à l'heure mentionnée. Le livre de dettes explique pourquoi la querelle entre voisins a dégénéré en dénonciation. Le registre des recettes de l'Église confirme les itinéraires et les dates. Les témoins divergent sur les détails croustillants et s'accordent sur les détails quotidiens. De cette complexité ennuyeuse naît une conclusion. Le rituel ne révèle pas la vérité. Il ne fait qu'exciter la foule, tandis que la vérité est révélée par une procédure qui ne recherche pas le spectacle. Les registres pénitentiaires changent parallèlement de rythme. Avant le transfert, on distribue du linge propre afin que personne ne puisse dire que le détenu a été humilié. Si une fouille est nécessaire, le gardien signe qu'il a fermé la porte et n'a laissé entrer aucun étranger. Les matrones rendent compte sans pittoresque et avec une liste de contre-indications, afin qu'aucune passion ne se cache sous le couvert de la jalousie de la vérité. Les bains tiennent un registre séparé des heures de service, où sont désignées les fenêtres des femmes avec une intendante qui porte à la ceinture les clés et la liste des interdictions. Ce n'est pas de la vertu, c'est l'ordre, tendu comme une corde au-dessus de la place, afin que personne n'ait l'idée d'organiser une leçon sur la douleur d'autrui. Dans les tribunaux municipaux de l'Empire du Nord, les greffiers apprennent à écrire comme si leurs écrits allaient être vérifiés dans 10 ans. Uniquement des faits, uniquement des confirmations mutuelles, uniquement ce qui peut être comparé. Le Code de Bamberg du début du XVIe siècle et la Caroline impériale du milieu du même siècle deviennent la colonne vertébrale qui empêche la scène de ronger le protocole. La torture n'est admissible qu'en présence d'un ensemble de preuves sérieuses. Sa répétition est limitée. Les aveux sans confirmation concrète ne sont pas considérés comme suffisants. Les maladies ne sont pas des signes, les cicatrices artisanales ne sont pas des marques, et l'anatomie ne devient pas la clé de la culpabilité. Dans ce cadre, les villes ajoutent leurs propres règles. Interdiction des tests flottants et autres tests. Responsabilité des gardes pour la décence. Commission féminine
pour les examens inévitables, sanctions sévères pour les descriptions corporelles sans valeur probante. Des lignes étranges apparaissent dans les devis, rideaux, toiles propres, paiements des matrones, mais ce sont précisément ces lignes qui compensent les dépenses les plus coûteuses du désordre. Les parlements français développent leur propre logique. Les ordonnances sur la correspondance et les tribunaux ordonnent de conserver les actes comme des réserves de pain. Sans eux, n'importe quelle place devient une tribune, et la tribune devient une preuve. Les décisions des parlements balayent les épreuves qui attisent la confusion et ne permettent pas d'aboutir à un résultat fiable. Dans les villes italiennes, le droit communal se heurte aux mêmes obstacles. Ne pas discuter de physiologie dans la salle, ne pas laisser les hommes assister aux examens, ne pas remplacer les pièces à conviction par des étiquettes, ne pas autoriser les actions démonstratives sous le regard du peuple. Langues différentes, objectifs communs, ramener le tribunal aux faits, aux documents et aux votes dont on peut répondre au grand jour. Pendant ce temps, les économes continuent de compter. L'année où les scènes ont été plus nombreuses, des foules ont passé la nuit devant les portes de la prison. La consommation de bois a dépassé la norme. Le prix du pain augmente en raison de l'annulation des foires. Les artisans se plaignent de plus en plus des temps d'arrêt. Les gardiens de prison demandent des primes pour les gardes de nuit. L'année où les scènes ont été éteintes à l'entrée, les devis sont plus fins, les rapports plus courts. Les juges font moins souvent appel aux gardes pour des constructions extraordinaires, et les boutiques ne ferment que les jours fériés. Dans les chroniques, cela semble sans artifice, mais cela sonne avec fermeté. L'ordre coûte moins cher que la passion. La comptabilité est plus fiable que la brochure. Et c'est précisément la comptabilité qui pose les briques du mur qui séparent la salle de la place. Les prédicateurs, quant à eux, ne reculent pas. Ils sont prêts à expliquer la culpabilité par le corps et appellent à la vérification, où l'humiliation remplace la preuve. Parfois, ils parviennent à faire pression sur les gardes et les jeunes greffiers, et alors apparaissent dans les procès-verbaux des lignes sur les échecs et les punitions. Démis de ses fonctions pour atteinte à la décence, condamné à une amende pour avoir tenté un essai à la porte, suspendu pour des descriptions corporelles sans valeur probante. À côté se trouvent de nouveaux formulaires, des cases vides pour ce qui était auparavant joliment décrit, et des champs soulignés pour ce qui prouve lettres, objets, dettes, itinéraires. Ainsi, le papier ne conteste pas, mais apprend à ne laisser aucune faille. Le réseau professionnel féminin sur ces pages est comme les balais et les clés, invisible dans les récits, indispensable dans le travail. Les matrones et les sages-femmes sont inscrites sur les listes des assistants du tribunal. Leurs noms portent les serments d'habiller et de couvrir, de ne pas admettre les indésirables, de ne pas écrire avec un vocabulaire provocateur, de distinguer la maladie et le signe.
Les tableaux médicaux sont complétés par des exemples de blessures professionnelles. Brûlure de fourneau, coupure de tisserand, callosité de tanneur. Grâce à ces listes, les gardes cessent de voir dans les cicatrices une écriture démoniaque et les juges dans l'anatomie une carte d'épreuve. Là où ces pratiques se sont enracinées, l'affaire s'éteint avant même que la galerie des témoins ait le temps de se rassembler sur la place. Parfois, on trouve dans les dossiers de rares fins presque heureuses. Une femme qu'on a tenté de faire passer par l'épreuve avec des histoires de marque quitte la salle parce que les actes des matrones et le tableau médical ne confirment pas le mythe et que les lettres et les registres de dettes mènent au véritable conflit. Un différend au sujet d'un champ, d'un héritage, de livraison de celles non payées. Le verdict tombe alors sur un autre participant adulte, celui qui a remplacé la dette par la calomnie. Ce n'est pas une victoire sur l'époque, c'est une réparation locale du monde. Mais c'est précisément à partir de ces réparations que se dessine une tendance. La scène perd là où le papier ferme d'abord la porte, puis expose les faits devant le tribunal. Au début du XVIIe siècle, à la lourdeur du papier s'ajoute la critique rationnelle de la torture et des aveux rapides. Sur les tables des juges se trouvent des feuilles où sont énumérées les raisons pour lesquelles la douleur engendre le mensonge, le spectacle attire la foule, et pourquoi un aveu sans objet, sans témoin et sans coïncidence d'itinéraire ne vaut pas la peine de passer des nuits entières à interroger les suspects. Ces arguments ne sont pas mis en pratique sous forme de slogans, mais sous forme de rejet d'appel. Les affaires où la honte a remplacé les preuves s'effondrent en haut lieu. Après chaque échec de ce type, on réécrit les instructions pour les gardes. On réimprime les formulaires. On rééduque les greffiers et on redistribue aux matrones les listes de contre-indications. Parallèlement, un autre frein est à l'œuvre, les contrôles royaux et impériaux. Les émissaires chargés d'examiner les documents ne s'intéressent pas à l'histoire. Ils veulent savoir si la porte de l'examen est fermée, si le cachet de la matrone est apposé, si les actes ont été expurgés des mots qui excitent plutôt que de prouver. La ville n'aime pas ces visites, mais sans elles, l'habitude de la scène revient plus vite. 1 an après le contrôle, les estimations comptent à nouveau moins de nuits en prison. Et les registres des amendes comptent plus de lignes sur les punitions pour tentative avec de l'eau, une aiguille ou des pesées sur la place. C'est ça, la mémoire administrative. Elle n'est pas solide, mais tenace. Pendant ce temps, la brochure imprimée, qui promettait autrefois un chemin facile vers la vérité à travers le corps, continue de circuler comme un jouet magique. Elle ne disparaît pas, mais s'estompe là où le formulaire
est devenu une habitude. Le secrétaire de la mairie choisit ce qui sera posé en premier sur la table, la scène ou la procédure, et de plus en plus souvent, c'est la procédure qui est posée en premier. Les gardes savent que les rideaux vides protègent non seulement l'accusé, mais aussi leur salaire contre les amendes. Les matrones savent que leurs signatures sont autant de clés que les liasses de fer à la ceinture de la gérante du bain. Le médecin sait que son tableau est le même escalier vers les archives, où la légende juteuse se transforme en un espace vide. C'est de cet accord quotidien que naît le nerf final. Les mythes nourrissent la foule. Les documents nourrissent l'ordre. Lorsque, le soir venu, le secrétaire ferme le coffret contenant les actes, il sait exactement pourquoi la ville se réveillera sans foule devant les portes de la prison. Dans les registres de service, il est écrit « Du linge propre a été distribué. Les portes des salles d'examen sont restées fermées. Le rapport des matrones est sous scellé. Le tableau médical est joint. Les pièces à conviction sont décrites. Les témoins ont été avertis. Les descriptions corporelles ont été nettoyées pour utiliser un vocabulaire neutre. Ce n'est pas un poème, c'est un métier. Et ce métier répète à chaque fois la même formule simple. Tant que le corps est empêché de jouer le rôle de preuve, le droit est vivant. Dès que le corps devient une scène, le droit commence à mourir. Le papier ne le laisse pas mourir, non pas parce qu'il est plus noble que la foule, mais parce qu'il respire plus longtemps. Plus loin, à partir de papiers épars, se construit un pont sur lequel le tribunal passe des passions à la technique. Dans les terres allemandes de la seconde moitié du XVIe siècle, apparaissent des notes mémorielles urbaines destinées aux jeunes juges, où il est clairement indiqué ce qu'il faut considérer comme une preuve et ce qu'il faut considérer comme du bruit. Ces cahiers rassemblent tout ce qui doit être répété d'une affaire à l'autre. Les lettres et les reconnaissances de dette ont plus de poids que les signes. Les notes des gardes sur les itinéraires sont plus importantes que les récits sur les cicatrices suspectes. Les témoignages de 2 témoins indépendants sont plus solides que le récit savoureux d'une voisine. On y consigne également le nouveau métier de secrétaire. Retirer du procès-verbal les mots qui excitent mais ne prouvent rien. Certifier les tableaux médicaux sous le sceau. Prescrire que lors d'un examen inévitable, seules des matrones adultes sous serment soient présentes. La porte fermée, un tissu propre et une formule concise sans exposition du corps. Le vocabulaire ennuyeux devient une partie de la protection, comme une bordure en pierre autour d'un puits ouvert. Plus au nord, dans les villes libres de l'Empire, les livres économiques parlent le même langage, mais de manière plus crue. À une époque où les procès transformaient le tribunal en spectacle, les dépenses pour les gardes de nuit augmentaient, car la foule se rassemblait devant les portes de la prison. Les dépenses en bois et en huile pour les lanternes augmentent. Les jours de marché sont perturbés
et les recettes des foires diminuent. À une époque où la ville maintient le processus dans le cadre des formulaires, les estimations sont plus fines. La garde des portes revient à son ordre habituel. Les marchés ouvrent à l'heure. La comptabilité ne connaît pas la romance, et ses arguments sont donc plus solides que ceux des pamphlets. Les lignes de dépenses montrent à quel point la vérité facile tirée du corps d'autrui est coûteuse et à quel point la vérité ennuyeuse, recueillie à partir d'objets, d'itinéraires et de voies concordantes, est bon marché. Même là où la panique tardive fait reculer la tendance générale, les documents laissent des traces. Dans les terres franconiennes et les villes épiscopales, à la charnière des 16e et 17e siècles, de lourds procès accompagnés d'arrestations massives éclatent. On y recourt à nouveau au corps comme à une preuve, et les aveux sont obtenus par la douleur. Mais ce sont précisément ces mêmes lieux qui, quelques années plus tard, deviennent la source de réfutation rationnelle. En 1631, un livre écrit par un prêtre est publié, qui énumère les raisons pour lesquelles les aveux obtenus par la douleur ne sont pas fiables et pourquoi les tests engendrent le mensonge. Les administrations municipales n'en tirent pas un slogan, mais une méthode. La preuve est une chaîne de coïncidences et non un tableau appris sous la torture. Suite à cela, les registres se multiplient, l'examen est confidentiel, le rapport est scellé, les détails physiques sont supprimés, les aveux sont considérés comme insuffisants sans objet ni témoignage. La ligne française suit son propre rythme, mais dans la même direction. L'ordonnance du milieu du 16e siècle renforce la nature écrite du processus, et dans les décennies suivantes, la procédure pénale royale consacre le caractère fermé et papier du tribunal. Certes, elle comporte un instrument sévère à part entière, l'interrogatoire sous la torture, qui sera à l'origine d'une peur bien connue. Mais parallèlement, une barrière pratique contre le spectacle corporel se développe. Les examens, à l'écart de la salle, à la cour, l'interdiction de discuter de physiologie, dans les actes, un vocabulaire neutre et l'interdiction de la pittoresque. Les décisions parlementaires parisiennes balayent de temps en temps les essais qui ne mènent pas à un résultat fiable, car chaque vérification de ce type perturbe la gestion. La place s'agite, les marchés s'emballent. Les gardes se fatiguent et, au final, l'affaire est renvoyée en appel. Les lignes sèches des décisions ne reflètent pas l'humanisme, mais l'instinct économique de l'administration. Dans les Apennins, les statuts communaux fonctionnent de manière similaire. Dans les grandes villes, où l'infrastructure des bains publics a traversé les siècles, des guichets pour femmes sont réservés aux besoins du tribunal, avec une intendante, des clés et une liste de contre-indications. Parallèlement, les corporations de barbiers et de médecins réécrivent leurs statuts
afin de distinguer les blessures professionnelles des marques superstitieuses. Dans de nombreux endroits, cela est présenté comme une question d'honneur. Le professionnel est responsable du vocabulaire. Et là où le vocabulaire est devenu une habitude, la scène cesse d'être confortable. Le voisin cesse de voir un signe dans la cicatrice du tisserand. Et le secrétaire cesse de voir une preuve dans la brûlure du poilier. Les femmes professionnelles, matrones, sages-femmes, guérisseuses, continuent à fonctionner en réseaux séparés. Leur serment fixe 4 choses simples. Habiller et couvrir, ne pas admettre les indésirables, ne pas écrire avec un vocabulaire provocateur, distinguer la maladie et la marque. Dans la pratique, cela signifie que l'examen, s'il est inévitable, commence par un tissu propre, se poursuit par des actions techniques brèves et se termine par un rapport succinct sous sceau. Leur nom et leur rémunération sont consignés dans des devis. Leurs rapports sont conservés dans des coffrets scellés. Plus la ville s'appuie sur ce réseau, plus elle étouffe rapidement les tentatives de transformer la salle en théâtre. Ce n'est pas une attaque contre la vérité, c'est une attaque contre la forme sous laquelle on aime chercher la vérité sur la place publique. Au début du XIIIe siècle, le Concile général a autrefois coupé la route au clergé vers les anciens ordalies. L'eau bouillante, le fer rouge, les jugements par l'eau. Au fil des siècles, une brochure imprimée a tenté de ramener la scène sous une autre forme. Un examen sexualisé sous le couvert d'une vérification. La réponse s'est avérée technique. La procédure canonique romaine avec ses 2 témoignages, ses preuves matérielles et ses écrits. Les codes impériaux limitant la torture et exigeant des preuves. Les ordonnances royales sur la conservation des actes. Les statuts municipaux avec leurs rideaux, leurs commissions féminines et leurs amendes pour pittoresque corporel. Les statuts des guildes qui interdisaient de confondre les traces artisanales avec les marques. Aucun de ces actes n'était héroïque en soi, mais ensemble, ils formaient un barrage qui empêchait le spectacle de se déverser dans la salle. La foule, les prêcheurs et les fonctionnaires subalternes ont tenté à maintes reprises de franchir ce barrage. Les registres ont conservé des traces de ces tentatives. Lorsque les gardes se sont joués de la foule, lorsque le greffier a laissé dans l'acte un vocabulaire provocateur, lorsque l'épreuve a été menée à la porte des bains publics, lorsque l'inspection s'est transformée en leçon pour les curieux. Mais on peut également lire les corrections apportées, démis de ses fonctions pour atteinte à la décence. Condamné à une amende pour examen public, introduction d'un nouveau formulaire sans description physique, horaires fixes, obligation de conserver une réserve de draps propres et de rideaux portatifs, obligation de tenir un registre des accès. Ce sont ces modifications qui ont rendu le document viable. Il a tiré les leçons de ses échecs. Le livre imprimé,
rendu célèbre comme marteau, est resté une source d'inspiration pour l'imagination. Il était cité sur les marchés et dans les tavernes, mais n'était pas considéré comme une loi à la mairie lorsqu'il s'agissait de procédures. La loi vivait dans les codes, les statuts, les règlements pénaux et les formulaires, là où l'on ne tient pas compte de la passion, mais des coïncidences. Quand on s'en souvient, l'histoire perd de son éclat, mais prend forme. Dans les procès-verbaux, on n'entend pas le tonnerre, mais le cliquetis des serrures et le bruissement du papier, la porte fermée de l'examen, la mention que l'accusé a été habillé proprement, la mention que des matrones adultes étaient présentes, le tableau médical des symptômes, les rapports soumis au sceau, les objets, lettres et itinéraires énumérés, les reçus des témoins, une courte ligne finale, sans pittoresque et avec des preuves. Voilà à quoi ressemble une victoire qui n'est pas visible depuis la place. Au début du XVIIe siècle, alors que les passions de l'époque plongent les villes tantôt dans la chaleur, tantôt dans le froid, c'est précisément cette technique papier qui subit des fluctuations. Là où elle est faible, la scène refait son apparition, et la ville paye le prix fort en trouble, en dépenses et en rancœur. Là où elle est devenue une habitude, le corps reste derrière le rideau. La reconnaissance ne remplace pas les objets, et la vérité s'assemble par morceaux, comme une table sur laquelle on pose un livre lourd. Pieds, traverses, copeaux, clous. Le prédicateur avec sa brochure peut gagner la place publique, mais il perd le coffret avec les actes. Et lorsque, le soir, le secrétaire referme ce coffret, il sait exactement pourquoi il n'y aura pas de foule devant les portes de la prison le lendemain matin. Parce que le mythe du rituel comme vérité est effacé par un document où la procédure et les témoignages sont le seul feu que le tribunal est autorisé à entretenir.